Ok, donc bonsoir Monsieur Rousseau et bienvenue sur le panel. Bonsoir, Monsieur Biafrika. Merci de m'avoir invité. Merci de me faire monter sur le panel. Ok, donc avant de laisser la Et parole aux merci autres, à nos chers auditeurs. Oui. ok, avant de laisser la parole aux autres, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, euh, on exploite, est-ce qu'on est en train d'exploiter le pétrole aujourd'hui au Bénin? Il faut dire qu'actuellement, il n'y a aucune exploitation du pétrole au Bénin. Donc, rien n'est fait de façon, je vais dire mécanique. L'exploitation du pétrole n'est pas réelle. Mais l'exploitation du pétrole, si on le prend du point de vue angle bénéfique donc, du pétrole, oui, parce qu'aujourd'hui, notre pétrole constitue en fait des stocks de réserve que la compagnie, le consortium Accra qui est à travers donc, la compagnie RES internationale, utilise pour en fait maintenir ces actions, c'est pas donc de marché, ces actions au plus haut niveau sur les marchés. Et donc, si jamais nous, on lui résiliait ce contrat et qu'on récupère notre pétrole, tout de suite, cette compagnie, elle chute, quoi. Donc, c'est une forme d'exploitation puisque notre stock est là, c'est exploité et cette compagnie les IB sur les marchés et dit, bon, nous, on a tel stock ici, c'est des stocks confirmés parce qu'il y a des stocks déjà prouvés par l'exploitation précédente donc, de ce champ donc, de Sémé. Il y a des stocks qui ne sont pas encore prouvés, mais dont il y a eu donc des sointements donc, de pétrole au cours donc, des forages. Et donc, ces stocks, ils appellent ça contingent, donc stock non encore exploité. Mais en tout cas, du coup, ces stocks représentent un pétrole que eux ils valorisent sur les marchés actuellement. Donc, pour moi, c'est une forme d'exploitation qui n'est pas une exploitation telle qu'on la connaît. On produit du pétrole, on vend sur les marchés. Voilà. Là, vous parlez de, est-ce que le gouvernement béninois a attribué ces stocks à des entreprises, c'est ça? Oui, puisque le Bénin a signé le contrat à cette compagnie, donc un contrat qui a un volet exploitation donc de la ressource qui, il faut dire que ce champ avait été déjà exploité de 82 à 98. La récupération donc qui a été faite était donc de l'ordre de 22%. Il faut savoir que, par exemple, quand on fait une découverte donc d'un champ et qu'on a peut-être, on va dire 100% donc de pétrole disponible, on récupère au meilleur des cas un certain pourcentage. Et le Bénin, typiquement, a récupéré 22% sur les 100% donc de pétrole disponible. Justement, en 98, la proportion d'eau produite était élevée par rapport à la proportion donc de pétrole. Et puisqu'il y avait la chute donc, du coût du baril sur les marchés, cet effondrement a fait que le projet n'était plus rentable et ils ont arrêté. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques donc, de récupération, on pense qu'on peut améliorer la récupération donc, du pétrole jusqu'à 35%. C'est-à-dire on peut faire remonter le taux. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'aller racler. Et donc ces stocks sont disponibles et c'est connu et donc ça fait c'est une valeur ajoutée. Et donc quand on a signé ce contrat, il y a ce volet donc d'exploitation de ces stocks là, de porter la récupération de 22 à 35%, et un autre volet qui consiste en fait à aller explorer les horizons qui sont beaucoup plus en bas, notamment l'horizon H7 et l'horizon H8 qui est également connu, qui a été traversé donc, par certains puits qui ont prouvé qu'il y a du pétrole et du gaz, notamment dans l'horizon H8. Et donc, il y a ce volet d'exploration. Et quand on parle d'exploration, c'est le moins intéressant parce que c'est risqué, c'est des investissements sans jamais de certitude qu'on pourra récupérer. Et donc, vraiment, là, le volet exploitation, c'est très intéressant et c'est ce qu'elle utilise justement, cette compagnie reste sur les machines comme stock et c'est ce qu'elle exhibe, en tout cas, pour maintenir ces actions au plus haut niveau. Ok, et maintenant, ce que j'allais demander, est-ce que l'État béninois a engagé des ressources propres, soit dans l'exploration ou dans l'exploitation jusqu'à présent?
Alors, avant qu'on arrive à exploiter, pour qu'on arrive à exploiter ce pétrole-là, oui, l'État, à travers la Banque mondiale, avait engagé, mais c'était sous le régime de Kérékou. Donc, tout ça avait été fait, et donc, la Banque mondiale nous avait soutenu et tout ça. Donc, ça, c'est l'État qui l'avait porté. Mais depuis lors, l'État n'a plus jamais investi, y compris dans l'exploration. L'État n'a rien fait jusqu'à ce jour. Et c'est pareil pour le domaine minier, bon, un peu plus relativement mieux, parce que là-bas, quand même, il y a un peu d'investissement, même si c'est pas grand-chose comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, oui, bon, non, je veux dire, l'État n'investit pas dans la production, non, dans l'exploration, ni dans la perspective donc, de produire ce bloc-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes tenus, nous n'avons pas nos propres financements, nos capacités donc, de financement propre sur ces projets-là. Donc, il faut aller prêter de l'argent. Et quand généralement on prête de l'argent, c'est pour d'autres projets, donc type entre guillemets social ou infrastructure, voilà. Et donc l'État ne s'aventure pas là-dedans, sachant aussi que ces projets, un projet d'exploitation, bon, tel que CMR, le projet d'exploitation donc de CMR, ça peut arriver très rapidement au bout de 2 ans, mais sinon en général, un projet d'exploitation pétrolier type, c'est à partir donc du moment où il y a découverte et que vous confirmez pas tous les essais donc de pompage qu'il y a une découverte économiquement rentable, il faut compter à peu près 5 bonnes années pour sortir le premier baril officiellement. Donc c'est des choses qui prennent du temps et donc les régimes ne s'investissent pas trop parce que justement eux ils n'ont pas les ristournes, quoi, parce que je ne sais pas si je ferai 2 mandats non plus. Et donc, je n'ai pas envie d'investir, d'engloutir des frais sans pouvoir les récupérer. C'est aussi ça le truc. Je vais revenir à vous, mais je vais permettre aux autres amis qui sont avec nous là, de prendre la parole. Monsieur Léonce, Monsieur Léonce, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur Léonce, bonsoir, okay. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie infiniment et je remercie l'effort que M. Essou Florent a fait de nous avoir éclairé, puisque moi, je suis béninois, je suis né au Bénin, mais je suis dans l'étonnement cette soirée à écouter toutes ces choses qui se passent sur le dos du béninois. Moi, ce qui m'étonne un peu est que j'ai noté certaines choses, certaines irrégularités qui m'amènent à ne pas trop perturber le monsieur, mais lui poser certaines questions pour savoir les démarches appropriées à émettre dès demain même. Pour commencer, j'aimerais savoir, avec toutes ces choses, est-ce que M. Essou a pu chercher à rencontrer le ministre des Finances? Premièrement. S'il a pu rencontrer le ministre, est-ce que le ministre lui a donné des réponses appropriées dans ce sens? Dans toutes ces choses qui se sont passées, techniquement, on le sent. Techniquement, on le reconnaît. Est-ce qu'il y a des démarches qu'un simple béninois peut faire dans ce pays pour mettre fin à ces dérapages? C'est des choses que je continue à demander. Juste aujourd'hui maintenant, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur le nombre de forages que le Bénin a? Ou techniquement le nombre de blocs qui nous restent? C'est des choses à comprendre. Pourquoi il n'y a pas eu une communication sur la mise en œuvre de ces activités depuis fort longtemps? Au moment que on les a amenés et pour amener une équipe vers l'endroit précis, au moment que les éléments du ministère ont été recalés, quelle a été la démarche appropriée que ces éléments qui ont été recalés ont pu faire? C'est des choses que moi je veux vraiment, parce que ça m'intéresse. C'est des choses qui m'intéressent. Ce sont des genres de choses que nos experts devons toujours essayer de nous éclairer dans le pays pour savoir
irrégularités qui se passent. Et dans toutes ces choses que moi j'ai écoutées, j'ai juste constaté qu'il y a eu de 2 poids, 2 mesures dans ce pays. 2 poids, 2 mesures. Ne serait-ce que toutes ces choses qui se sont passées est plus fort, très fort que l'acte que le monsieur Boni avait posé dans ce pays. Mais au moins, la justice s'est s'auto-saisie de ce dossier. Et pourquoi avec tout ce qui vient de se passer, tout ce que moi, en tant que Béninois, contribuable de ce pays a pris le temps d'entendre cette soirée, il n'y a pas eu aucune réaction de nos autorités compétentes. Il n'y a pas eu aucune réaction de nos structures juridiques jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais savoir, dans ce cas, quelles sont les démarches appropriées d'un simple Béninois qui peut émettre pour mettre fin à ces choses? Je vais faire une pause. Et merci, monsieur Léonce. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Essou, s'il peut brosser quelques éléments de réponse. Ouais. Oui, merci beaucoup, monsieur Léonce, pour vos questions. Déjà, pour commencer à répondre sur les démarches à mener, c'est ce qu'on fait ce soir. Et c'est d'ailleurs l'actif donc de M. Biafrika, M. Jules Jossou. Hein, c'est simplement donc de relayer suffisamment l'information pour que les Béninois soient éclairés et que au final, que ça aboutisse probablement à une démarche juridique et que cela soit résolu. Dans mon petit coin à moi, en tant que simple citoyen, comme vous l'aurez constaté, j'ai mené des démarches, mais pas des démarches envers le ministre Ouaddaï, puisque initialement, c'était pas lui qui était concerné, initialement, c'était le ministre donc de l'énergie. Donc, il faut dire que ce ministre, il a des conseillers. Moi, j'ai essayé donc de rencontrer, de discuter directement avec ces conseillers-là, qui ont fait remonter des informations, mais qui n'ont pas eu écho. Donc, personne n'a voulu en tenir compte. Donc, voilà, c'est comme ça que la République marche. J'ai, en tant que citoyen, également déposé, parce qu'il y avait plein d'irrégularités sur le domaine et plein d'autres choses, y compris sur le bloc B, que j'avais dénoncé sur le site donc mis en place par la présidente de la République. 3 mois après ma dépose de plainte, là, le truc de plainte, là, où il faut mettre les plaintes, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, cette plateforme, j'ai eu comme quoi un retour où on me dit, bon, c'est classé sans suite. Bon, voilà. Donc, quand vous avez ça, au final, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les réseaux sociaux, vous en parlez donc dans les forums où il y a tous ceux qui sont au ministère, hein, on n'est pas nombreux, on se connaît tous dans le domaine, donc ça discute, tout le monde, ça se sait, l'affaire est connue de tous ceux qui sont dans le domaine, à part les simples citoyens. Et donc la démarche, c'est vraiment donc à travers ces plateformes qui font écho et qui ont donc plusieurs milliers d'abonnés, de faire passer le message. Et c'est ce que M. Jules contribue à faire, et moi je le remercie énormément pour cela. Donc en ce qui concerne donc le nombre de forages, aujourd'hui si vous allez sur le site donc de la Société nationale des hydrocarbures Bénin, snhb, je crois c'est .com, hein, vous verrez il y a au niveau de dans la section documentation, vous avez tous les puits qui ont été fourrés, les coordonnées des puits, vous pouvez les projeter sur une carte et visualiser ça. Mais je crois en gros on a une vingtaine donc de puits, j'ai pas le nombre exact en tête. Vous avez également parlé donc des éléments, donc des agents de la Direction générale des ressources énergétiques qui avaient été empêchés donc d'approcher la plateforme de pétrole laissée par Sapetro. Donc la plateforme qui a été inspectée. Quelle a été leur démarche? Ils ont rendu compte à leur directeur, le directeur, monsieur Achille n'a rien fait, donc je ne sais pas, mais peut-être qu'il a rendu compte, c'était soit Dambi, il a rendu compte à Dambi, mais en tout cas, rien n'a été fait. Donc eux, ils ont fait le compte rendu à leur supérieur Achille, qui est le directeur, et bon voilà, l'affaire est restée là comme ça.
Donc, on en est là, c'est comme ça que ça fonctionne dans la République. Voilà, c'est la loi du plus fort, donc voilà, et dans ce cas, constitutionnellement, il n'y a pas de démarche à Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, quelle est la démarche que ces agents auraient pu mener auprès donc, de la Cour constitutionnelle? Le dossier, déjà, tout est pipé. Et si vous, en tant qu'agent, vous y mêlez trop, vous êtes réduit, on vous envoie aux archives, c'est ça. Hein? Donc, il faut aussi comprendre le contexte donc, de ces agents-là. Ils ne peuvent pas faire... La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire le compte rendu à leur directeur, c'est tout. Et quitte à lui donc, de prendre des décisions qui s'imposent. On ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas été plus que ça, quoi. Bon, au moins, nous, on a eu l'information, on essaie donc de relayer ça via Biafrica, et donc ça, c'est déjà très important. Non, nécessairement, moi, je dois prendre contact avec Biafrica pour vous voir, parce qu'il y a des démarches nécessaires qu'on doit faire. Si par chance, Janvier Yahweh est encore vivant dans ce pays, cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Non, ce sont les génies des dénonciations, les génies de ces genres de choses dans ce pays. En aucun cas, ils ne peuvent même pas se taire sur ce tous. On ira jusqu'au bout avec ça. Ça m'intéresse. Et moi, je dois prendre contact avec vous tous. Et personnellement, en tant que Béninois, je dois faire mes démarches appropriées sur ça. Il ne serait-ce que je dois avoir des informations claires. Si ce que vous avez dit, c'est rédigé sur votre page et qu'on peut avoir accès à ça, on aura accès et on doit faire cette démarche. On ne peut jamais, tout le monde ne peut pas se taire. Tout le monde ne peut pas avoir peur d'être muselé, d'être abattu. Moi, j'irai jusqu'au bout avec ça. Ça nous fera plaisir, c'est ce qu'on souhaite. Justement, ces lives aussi permettent donc d'avoir des gens qui ont un peu de courage pour porter loin ces affaires. Et justement, le ministre conseiller aujourd'hui, il est toujours pour voir. Et quand il prenait la parole la dernière fois donc, sur le sujet donc de l'eau pour desservir Akpapa, où il disait que en gros sous ce régime actuel, il n'y a pas d'affaires et que dans tous les cas, s'il y a d'affaires, le président va répondre. Moi, je dis c'est un piège parce qu'en son temps, quand ça va arriver, le président va se retrouver tout seul devant les juridictions. Donc, il ne faut pas laisser passer ces genres d'informations. Je lui dis, il ne pouvait pas dire ça quoi, sur la chaîne. Je crois que c'était Canal 3, non? Il disait que sous ce régime, il n'y a rien, que dans tous les cas, il n'y aura rien. Moi, je dis, s'il fouille dans le domaine des mines et du pétrole, il trouvera beaucoup de choses qui peuvent incriminer. Non, il y a des voies, il y a directement le président, mais en tout cas, tout son entourage. Voie appropriée où, à moins de 72 heures, le président de la République même sera au courant. C'est très rassuré, je vous assure. En tant qu'un simple Béninois, il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans l'oreille du président de la République directement. Et pour cette affaire si grave, barbare, qu'on ne peut jamais tolérer dans un pays de droit, on ne peut pas ne pas le mettre au courant. Il sera au courant en si peu de temps. Et si se peut que on va interpeller tous ces gens qui ont été, toutes ces autorités qui ont été contactées et que ça s'est resté sans retour, on peut les interpeller pour leur poser des questions. Donc, vous êtes tombés sur de bonnes mains, sans aucun frein, nous irons jusqu'au bout. Moi, je vous rassure, ce sont ces genres de combats que moi je mène sans état d'âme. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Ok, super. Okay. Vous avez demandé si Janvier Yahweh est encore vivant, mais je vous rassure, il est encore vivant. Je pense qu'il a été nommé chef chantier. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Je sais qu'il est bien vivant. Parce que dans ce pays, oui, on sait très bien de quoi il a été capable et il ne peut pas ne pas avoir, il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas la force de se prononcer sur ce genre de choses. À moins de 112 heures, moi, je peux demander à le rencontrer. Non, j'ai bien compris. Oui. J'ai bien compris. Mais je voulais vous donner la précision qu'il a été nommé chef chantier à la GDZ. En tout cas, c'est là-bas qu'on le voit plus souvent maintenant. Donc, il n'y a pas de problème, mon frère. Je ferai tout pour le voir. Il doit se prononcer sur cette affaire-là. Ok. Je ne sais pas si Darovi est revenu en temps. S'il est revenu, il peut ouvrir son micro. Sinon, moi, je vais poser... on a parlé du déversement des eaux usées. Je pense que ça a rapport avec... Je suis là. Hein. Ok, si vous êtes prêt, je vous avais donné la parole. Vous pouvez prendre la parole. Je n'avais pas su ça.
Oui, merci, monsieur. Ce que moi je voudrais demander au technicien qui est sur monsieur Polonais. Essou, oui. Essou Florent. Monsieur Essou, est-ce que le pétrole du Bénin, de son existence, hein, depuis les années, disons, 80 par là, est-ce que ça n'a jamais figuré dans le budget du Bénin? Et si je me souviens bien, au temps de Kérékou, il y avait une exploitation qui existait, une exploitation réelle, hein, qui existait, ne serait-ce que de petites quantités, mais l'exploitation existait. Est-ce que ça n'a jamais figuré dans le budget du pays, c'est-à-dire est-ce que de l'argent rentre effectivement sur le fonctionnement de l'État, en laissant des traces, en laissant les sorties et les rentrées, en laissant un bilan? Est-ce que ça n'a jamais existé comme ça? Est-ce que M. Essou a une information pour m'éclaircir un peu dessus? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, puisque selon ce qu'il a développé, on n'exploite pas aujourd'hui le pétrole. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier, parce que je doute quand même, connaissant le pays d'où je viens, et le monsieur qui est aux affaires chez nous, le connaissant très bien, est-ce qu'on peut vérifier effectivement que le pétrole ne s'exploite pas à Sémépoji, qu'il n'y a pas d'exploitation réelle du pétrole béninois, je veux dire. Je ne parle pas du Niger. Est-ce qu'on peut vérifier, est-ce qu'il y a des moyens de vérifier ça? Est-ce qu'il a les informations là-dessus? Et autre chose que j'ai constaté, c'est que partout, là, vous voyez, les Français s'intéressent. Il y a toujours quelque chose en dessous. Ce n'est pas l'histoire du Niger, là, ou de Burkina Faso seul. Partout, vous avez les Français. Et la France est un pays mourant. Et s'il persiste quelque part, c'est qu'il y a quelque chose là. Et moi, je savais que depuis des années, les Occidentaux, la France en tête, ce qui concerne notre pays, savaient très bien tout ce qu'il y a au Bénin. Il n'y a pas que le pétrole. Ils connaissent très bien la carte de nos minerais, de notre sous-sol. Ils maîtrisent ça. Et souvent, c'est qu'ils gardent pour un pays, ils exploitent pour un autre. On garde un pays au secours là pour l'utiliser beaucoup plus tard ou en cas de crise. Est-ce que cette carte-là existe aujourd'hui, M. Essou? Je parle de toutes les mines que nous avons au Bénin, de toutes les richesses qui existent chez nous. Est-ce qu'il existe une carte comme ça là, qui existe et qui est connue de nos autorités actuelles? Et si jamais les Français sont là, il faut soupçonner qu'il y a quelque chose en dessous. Ce n'est pas par hasard. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Béninois. Ils ne sont pas là pour respirer que de l'air. Ils ne sont pas là que pour l'AES. Il y a quelque chose au Bénin et que nous-mêmes, nous Béninois, nous ne savons pas. Peut-être que nous qui sommes peut-être laïcs, on ne sait pas, mais est-ce que les techniciens du domaine, les spécialistes du domaine, peut-être qu'ils ont des informations. Si M. Essou peut nous éclaircir sur ce point-là, ça m'intéresse très bien. Merci. Ok, mais M. Essou, vous pouvez répondre directement. Merci beaucoup, monsieur Aravi, pour vos questions. Je vais commencer par la question relative au budget, donc à la contribution donc, du pétrole dans le budget national. Il faut dire, tel que vous l'avez bien rappelé, hein, dans les années 80, en tout cas jusqu'à 98, au moment où il y avait une production réelle donc, du pétrole, ce pétrole contribuait au budget national. Donc c'est des ristournes qui allaient dedans. Mais comme il y avait une grande partie quand même qui servait donc à payer nos dettes vis-à-vis donc du financement et éponger cette dette-là vis-à-vis donc de la Banque mondiale. Et en tout cas, depuis, si on revient un peu en arrière, depuis Monsieur Yahi Boni, donc le régime de Yahi Boni, qui s'est vraiment intéressé à développer le secteur pétrolier
y compris même le domaine minier, il y a eu quand même un peu de retombées dans l'économie nationale, pas en termes d'exploitation, mais en termes donc de signature de bonus sur contrat. Il faut savoir que quand on signait nos contrats pétroliers, il y a ce qu'on appelle bonus de signature sur contrat qui sont également des coûts récupérables. C'est quelques milliards donc, de francs CFA que les compagnies versent en termes de signature de bonus sur contrat. Et quand il y a découverte, elles récupèrent, mais s'il n'y a rien, donc elles perdent en gros. Typiquement, par exemple, on peut prendre le cas concret de l'hélico. On a eu 2 hélicos signés par Hunt Oil, une compagnie américaine, sur le bloc 2. Ils étaient en partenariat pour forer un puits, c'était en 2015-2016, forer un puits. Donc, quand ils sont arrivés dans le consortium, ils ont offert directement 2 hélicos. Vous vous souvenez, en 2016, le président, bon, on ne va pas dire président puisqu'il n'est pas président, mais M. Zissou, il a pris un des hélicos qu'il allait cracher à Djougou pendant la campagne présidentielle. L'autre hélico, d'après mes informations, il était récemment en Afrique du Sud pour maintenance, donc depuis là, c'est garé là-bas. Et en tout cas, l'hélico que le président Zissou a craché, puisqu'on avait toujours l'assurance qui était active, donc on a eu un remboursement d'une valeur donc, de 7 milliards sur ces hélicos-là. Donc l'assurance a versé les 7 milliards. Les 7 milliards, plutôt que d'aller dans l'exploration, ou en tout cas d'aller dans les capacités de financement de la Société nationale des hydrocarbures, c'est aller directement donc, dans cette boîte commune-là au ministère des Finances, où il y avait quand même un compte commun qui avait, à travers donc, les réformes qui ont été mises en place. Donc ça a été versé directement au ministère des Finances. Et après, on ne sait pas ce à quoi a servi ces sous. Sûrement que ça allait dans le développement, en tout cas social et plein d'autres choses. Mais ça n'a pas servi derrière à refinancer donc, de l'exploration pétrolière ou minière. Voilà. Donc, typiquement, cet hélico a contribué à raison donc, de 7 milliards dans le budget. Bon, c'est rien, c'est minime, mais voilà, c'est juste pour vous donner une autre idée. Donc, et puisque comme il n'y a rien pour le moment, parce que depuis 2016, en tout cas depuis 2019, quand le président est arrivé, il y avait une période donc, d'incertitude. Et quand il est arrivé, il a dit on révise le code pétrolier. Et donc 2019, 2016, 2017, 2018, on a pris tout le temps qu'il faut pour faire des allers-retours afin donc de réviser le code pétrolier. Vous vous souvenez, dans l'audio, on a parlé donc du cabinet Drakenbat à 500 millions, donc un des 8 milliards, donc 500 millions donc, de francs CFA qui a révisé ce code-là. Et donc en 2019, quand ça a été promulgué, voilà, on était censé en fait renouer avec la signature donc, des contrats pétroliers, quitte à ce que les compagnies s'installent à nouveau et qu'elles reprennent donc l'activité. Et depuis 2019, rien n'a été fait justement à cause donc de ce ministre-là et à cause donc du bonus exorbitant qui est demandé. Alors, petite mention quand même, Sapetro avait laissé notamment la base vie à ses mains. C'était sous le contrôle donc, de la gendarmerie. Après la gendarmerie, quand Sapetro a quitté définitivement le bloc pétrolier et est parti, la gendarmerie n'était plus rémunérée pour sa prestation de service, et donc ils ont abandonné. Les gens en ont profité, la population en a vandalisé. Comme c'est en face donc, de la mer qui a des intempéries, ça a eu, donc, certains équipements ont eu le temps de rouler à coups de milliards. Les groupes électrogènes, etc., ne fonctionnaient plus. Le ministre des Finances a eu à un moment donné le réflexe d'investir un peu et donc de repeindre quelques équipements en onshore là, sur la plateforme à ses mains. Donc, de remettre à niveau un peu les logements qu'avait laissé Sapetro dans le temps. Ces logements ont pu quand même bénéficier à WAPCO quand elle était en construction donc, du pipeline. Et donc, derrière ça, on a eu donc, des retombées parce qu'il y a eu de la location et tout ça. Bon, tout ça, c'est des choses, une contribution vraiment très, très minime. Et donc,
à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le pétrole contribue énormément donc, dans l'économie parce qu'il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Donc on attend ces compagnies et ces compagnies sont pour le moment pas des vraies et voilà. Vous avez demandé de savoir si on peut vérifier s'il n'y a pas une exploitation. Non, il n'y a pas d'exploitation réelle, physique. Non, il n'y en a pas. On peut vérifier, c'est pas un truc qui passe inaperçu. Hein. Ça passe pas inaperçu. Il n'y a pas d'exploitation cachée quelque part. Non, ça, je le dis non. Mais ce qu'il y a, c'est ce que j'expliquais au début donc, de l'émission, c'est il y a en fait l'exploitation des stocks donc, de pétrole du Bénin qui sont valorisés sur les marchés. Et ça, c'est ce qui est en cours avec RES actuellement. Donc, les stocks prouvés de pétrole du Bénin sont utilisés comme actifs sur les marchés. Et ça rapporte donc des milliards. Donc, c'est cette façon donc d'exploiter le pétrole qui ne nous plaît pas, nous, en tant que patriotes et autres. Et on essaie donc de relayer l'information pour que le maximum de Béninois comprennent un peu l'enjeu qu'il y a derrière ça. Alors, en ce qui concerne la France et les intérêts, bon, la France, dans le domaine pétrolier minier, la France ne s'intéresse pas. Je vais dire honnêtement, la France ne s'intéresse pas au Bénin. Moi-même, j'ai tenté donc de faire venir certaines compagnies françaises qui m'ont clairement dit que eux, ils ne veulent pas venir au Bénin parce qu'ils m'ont relaté donc des faits de corruption, plein de choses qui les intéressent pas, les compagnies. Mais après, pourquoi pas? Elle peut peut-être la France peut être intéressée par d'autres choses, mais en tout cas pour les ressources minières au Bénin, non, c'est pas l'Eldorado qui fait rêver pour le moment parce que justement le Bénin n'a pas suffisamment investi dans l'exploration et n'a pas donc des données fiables consolidées qui peuvent intéresser les gens. Donc, si vous devez vous-même venir mettre la main dans la poche et investir pour comprendre un peu le sous-sol, etc., c'est très risqué parce que vous ne savez pas si derrière vous aurez le contrat d'exploitation après l'exploration. Et donc, toutes ces incertitudes font que non, on ne peut pas aujourd'hui incriminer la France là-dessus. Mais en tout cas, pour le bloc actuel avec la compagnie RES a fait venir un Français sur ce bloc qui est directeur résident, qui normalement est contraire à l'accord que le ministère, de façon, cet accord n'est pas écrit, hein, mais de façon informelle, il y a un accord entre le ministère sous Yaïboni, dans le temps, c'était avec le ministre Kassa, pour dire que tout ce qui va être de l'ordre du directeur résident, que ce soit les Béninois, que ce soit un Béninois donc qui soit positionné. Et parmi eux, c'était en fait un accord qu'il y a eu avec les anciens qui avaient travaillé dans le projet PPS, le projet pétrolier donc de Sémé dans le temps. C'était un accord qu'il y avait avec les anciens qui étaient en chômage et autres, de dire que bon, quand il y a une compagnie, c'est parmi eux, on va prendre des directeurs résidents. C'est comme ça que ça se passait. Et d'ailleurs, l'Américain qui exploite, en fait, qui était sur le bloc, qui exploite le bloc B, on le lui a reproché dans le temps aussi, on lui a dit, ouais, il faut que tu prennes un Béninois, sinon on ne va pas renouveler ton contrat. Il a dit, vous me renouvelez le contrat, pas de problème pour ça, moi je promets de prendre un Béninois, et d'ailleurs il est prêt pour ça. Donc voilà, il y a juste qu'ils sont allés prendre un Français qu'ils ont mis là en tant que directeur résident. Quand on parle de directeur résident, il faut comprendre que le poste de directeur résident, c'est un poste de quelqu'un qui est résident et qui connaît l'administration sur place et qui a un bon carnet d'adresse. C'est pas un étranger complètement fou donc du système qui ne maîtrise pas les recoins. Et donc, ce directeur résident, il protège à la fois donc, les intérêts de la compagnie et en même temps garant de ce qu'il y a une bonne pratique il y a une bonne pratique donc de la compagnie du point de vue État. L'État voit ça comme une garantie. Et donc, c'est ça, en fait, ce qui est reproché. Aujourd'hui, ce monsieur-là a toutes les compétences pour être directeur. Et ça, il en a, mais pour être directeur résident, quand même, là, il se perd un peu complètement dans les... Et d'ailleurs, il n'a pas pu obtenir... difficilement, il arrive à rencontrer le ministre, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est ça, en fait, le truc. Et en plus,
le malheur, c'est que son parcours professionnel, donc il était donc un membre de l'armée française, fait qu'aujourd'hui le contexte africain fait que c'est pour une compagnie de façon diplomatique, c'était pas. Après, c'est pas à moi de leur conseiller qui prennent, hein, mais je veux dire, de façon diplomatique, si moi j'étais dans cette compagnie, j'aurais dit, mais ne prenez pas quelqu'un qui vient donc de l'armée avec le contexte africain qui peut tout de suite être mal interprété. Quel que soit ce que vous allez apporter comme preuve, ça ne va jamais voilà, marcher. Donc, bon, ça, c'est une erreur stratégique de leur part. Mais en gros, en tout cas, nous, on a nos pratiques au Bénin, c'est de prendre un directeur résident qui soit donc de nationalité béninoise, qui soit un garant donc d'un peu de neutralité dans les actions et qui protège les intérêts de la compagnie et nous, Béninois. En ce qui concerne les cadres, aujourd'hui, il faut savoir que, à part les cadres des blocs pétroliers que nous avons, qui sont disponibles, qui n'est même pas actualisé d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un nouveau redécoupage où le ministre, c'est quand même ridicule, le ministre Adambi pensait que, comme le Niger a eu du pétrole et qu'on partage le même bassin du côté de Kandi, il pensait que ce bassin regorge en fait du pétrole et que non, mais en fait, les conditions de mise en place de pétrole sont pas réunies. S'il doit y avoir du pétrole, ça veut dire qu'il y a un pétrole qui a migré du Niger, qui est venu se stocker dans le bassin. Encore qu'il faut avoir une roche couverture pour maintenir ce pétrole en place. Donc, il y a trop d'incertitudes déjà pour penser que ce bassin-là peut être un bassin pétrolier. Mais en tout cas, ce bloc-là est désormais le bloc C du Bénin. On a du côté donc de Adjara, tout ça, qui constitue le bloc A, et du côté de Alada, un peu en onshore aussi, le bloc B. Et après, on a d'autres blocs en offshore jusqu'à offshore profond. Donc, ces blocs sont disponibles. C'est connu, à part le bloc 1 qui est actuellement sous signature, donc sous contrat avec RES, donc le consortium a craqué, dont RES, Octogone de la Zansakai, donc de la compagnie nationale qui a 15%, c'est ce que le code pétrolier prévoit. Donc voilà, 15% tacite. Sinon, les autres blocs sont soit en attente donc, de renouvellement de contrat, soit ils sont complètement libres. Notamment le bloc 3. Sur le bloc 3, c'est un bloc qui est l'opérateur Fraser Oil, une compagnie nationale, une compagnie privée du moins nigériane, dont la maison mère est basée également au Nigeria, qui s'appelle Oilsev. Oilsev, c'est une compagnie qui a plusieurs filiales, dont Fraser Oil, qui s'occupe donc du domaine pétrolier et qui a investi au Bénin. Bon, donc, il y a eu un petit problème entre cette compagnie, les agents et le ministère. Et finalement, quand ils sont allés voir le président dit « Moi, je ne veux plus avoir affaire avec cette compagnie ». Et quand le ministre Adambi sort donc des contrats, il raconte, le PDG dit bah, « Écoutez, reprenez le nom Oilsev et revenez encore au Bénin, on pourra essayer donc de faire avancer votre dossier. » Mais bon, en gros, cette compagnie est toujours en ballottage jusqu'à ce jour. Il faut dire qu'elle a quand même investi un peu dans l'exploration, notamment au reprocessing donc des données géophysiques et plein d'activités qu'elle a eu à mener. Et elle a été également impactée par le renouvellement du code minier qui les avait bloqués pendant près de 3 ans. Et puis depuis, il y a eu cette bisbille qui a fait qu'ils n'ont pas pu aujourd'hui renouveler le contrat. Ils sont toujours en attente. Voilà. Et en ce qui concerne le domaine minier, c'est pareil. Le domaine minier, on a un soi-disant cadastre minier. Le cadastre minier, il faut savoir que c'est centralisé à la Direction générale des mines, avec parfois des conflits sur certains blocs, notamment sur les carrières. Il y a eu quelquefois des conflits entre opérateurs. Il y a eu un bloc d'exploration et autres. Mais sinon, ce cadastre n'est pas disponible. S'il vous plaît, monsieur le colonel, est-ce que vous avez un cabinet qui peut s'approcher pour avoir des informations clés ou bien... Pardon? Je demande si avec toutes ces compétences, vous avez un cabinet fixe ou bien comment on peut avoir... Parce que
même non seulement ces genres de choses que nous sommes en train d'entendre, on a besoin des cultures, on a besoin de se cultiver techniquement à travers vos informations. Oui. Moi, au départ, j'étais dans un forum appelé Association des géologues du Bénin. Donc, l'objectif pour moi, je croyais que ça allait être donc de promouvoir un peu la connaissance donc du bassin et donc des ressources du Bénin, d'essayer donc de produire des choses pour éduquer. Mais bon, non. Et il faut dire qu'en 2021, j'avais également l'enthousiasme d'un jeune, etc., créer un cabinet, il s'appelle Geotherm Africa. L'idée de base, c'était donc de dire que je vais revenir au Bénin pour faire un peu de la géothermie et promouvoir cela. Et puis bon, donc, peut-être derrière avec quelques consultations dans le domaine. Mais quand j'ai remarqué tout de suite toutes les magouilles et toutes je vais dire, tout ce qui est en place, là, je me suis dit non, moi, je ne peux pas me lancer dans quelque chose qui est complètement antipode donc, de mes convictions. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer donc de résoudre d'abord le problème. Il faut que tout soit clair. Et après, derrière, on verra si je gagne des marchés ou pas. Donc, je dis, voilà. J'ai même eu la possibilité de soit de me taire et de donner les faits. Donc, aujourd'hui, donc, de simplement me taire. J'aurais pu gagner des marchés et être consultant et travailler. Donc, je ne suis pas dans cette démarche-là parce que... Vous gagnez, c'est tout comme si, excusez-moi du terme, vous êtes un lâche. Vous ne devez jamais être le cas. Vous ne devez pas être un lâche. Vous êtes un brave. Plus qu'un Amazon qu'on doit décorer. C'est qu'avec ces informations techniques, on ne peut jamais détourner son regard de vous. On doit vous suivre à tout près. Même le ministre de l'économie, M. Romia Wada, il a besoin de quelqu'un comme vous. Et si ce n'est pas politique, il a besoin de vous. Et on doit tout faire qu'il doit prendre connaissance de vous. Moi, je ne peux pas fermer les yeux cette nuit-là avec toutes ces choses que je suis en train d'entendre. Moi, ma modeste personne, non, je veux dire, il y a plein de gens qui maîtrisent, qui sont même à la source, qui maîtrisent les dossiers, mais tout cela, ils se taisent, ils ne disent rien. Il faut aussi comprendre que... Il y a plein de gens, mais qui ne parlent pas comme vous. Oui, mais qui ne parlent pas, ils sont dans le système. Et le système est tellement verrouillé que si jamais vous ouvrez la bouche, vous êtes mort. Oui, et dans le domaine pétrolier, c'est comme ça. Monsieur Essou, moi-même, j'ai eu des tentatives d'intimidation. Donc, aujourd'hui, je pense que avec tout ce que je dis, si jamais je rentre au pays, il y a moyen que... C'était ce que le ministre Adambi m'avait promis. Hein. Il m'a dit qu'il va chercher. Vous allez bien rentrer, rien ne va se passer. Oui, monsieur Léonce. On a participé à l'entrée du président de la République qui était là, non? Et pourquoi le pape? Jamais vous devez rentrer. Comment ça? Bonjour. Oui, monsieur Léonce. Monsieur Léonce. Et puis, monsieur Essou. Oui, juste une seconde. En fait, je voulais dire à monsieur Léonce, il doit regarder un peu l'organigramme du gouvernement qui est en place. On a déjà 3 ministères, ou bien sinon 4 qui existent là. Donc, ils sont déjà dans un enclos. Et ils pensent qu'à l'intérieur de cet enclos-là, il y a toutes les compétences. Donc, en principe, les gens qui sont à l'extérieur de cet enclos, qui essaient même d'opiner, ils prennent ces gens-là automatiquement comme des agresseurs. D'abord, il y a le ministère, des gens qui sont nommés ministres. Il y a des cabinets, des agences qui font exactement la même chose, mais qui résident à la présidence. On vient de nommer des ministres conseillers. Donc, tout est mélangé. Et je pense que de leur côté, ils pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes et puis ils n'ont pas besoin de compétences extérieures pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et dans les quelques cas où ils ont besoin de compétences extérieures, ils vont... Oui, juste, je vais vous laisser la parole. Oui, je vais vous laisser là, juste un instant. Donc, ils vont automatiquement aller chercher ces compétences-là à l'extérieur du pays. Bonjour. Oui, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Je vous suivais, non, je n'avais pas parlé depuis. Ok, allez-y, je n'avais pas parlé. J'ai suivi Monsieur Léonce et
Je dis bravo à mon beau-frère, mon beau-frère, monsieur Essou, parce que je suis mari d'une Essou. Voilà, donc merci. Si vous étiez encore au Bénin, connaissons bien notre pays, hein. Nous connaissons bien notre pays. Moi, je veux être sincère avec vous. Monsieur Léon avait dit quelque chose. Oui, je suis d'accord, mais vous serez mal vu si vous êtes encore sur le territoire béninois. Ça, c'est clair. Vous serez mal vu parce que notre société, on connaît bien. Je vous parle depuis l'Italie. Je ne maîtrise pas bien le domaine, mais je crois avoir entendu l'autre fois qu'il y a une compagnie qui va commencer bientôt les opérations sur les eaux là-bas. Je pense qu'il y a Octogone qui est dedans et je crois que c'est lui qui a gagné le match ici. J'ai la bonne information. Et sans vous mentir, il y a un recrutement qui est en train d'être déjà. Je crois bien on va commencer à partir du prochain ou je ne sais pas. Ce n'est pas une information que je donne, mais j'en sais quelque chose. Vous voyez. Donc, sincèrement, vous ne pouvez que faire ce que vous êtes en train de faire. Que le Béninois, avec notre black mind, on a là, ils vont tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc le mieux, c'est de rester là-bas et travailler pour le pays, c'est tout. Donc c'est ce que je peux apporter comme... voilà. Oh, ok, merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est ce que Oui, ok. Donc les amis qui sont, en tout cas, qui nous écoutent, s'ils veulent participer au panel, ils peuvent monter. Hein. Et donc le panel est ouvert, on a planté le décor et puis on a encore M. Essou avec nous qui peut répondre à des questions aussi. Ou si vous avez juste des commentaires à faire par rapport à ce que vous avez entendu, donc vous pouvez demander à monter. Donc autre chose, j'allais dire, par rapport au traitement des eaux, je voulais poser la question tantôt. Donc je pense que ça a rapport un peu avec WACO. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, dans ce projet-là, on a installé une usine de traitement des eaux usées, en tout cas pour le pétrole qui quitte le Niger pour le Bénin? Est-ce qu'il y a une usine de traitement des eaux usées au Bénin? Parce que vous avez dit, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que les eaux sont déversées directement dans l'océan. Oui, monsieur Yossou. Oui, merci beaucoup, Monsieur Biafrika. Avant juste donc de répondre à votre question, effectivement, je remercie mon beau-frère là, Monsieur Lovely, qui disait que je serais mal vu. Effectivement, tel est le cas et d'ailleurs je suis mal vu hein, dans le secteur. Hein, donc, tout ce que je dis aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent plus m'adresser forcément de façon directe un message parce que tout le monde est suivi, tout le monde est connecté et tout. Tout le monde est traqué. On veut savoir d'où sortent les informations et pourquoi il y a ces fuites, comment est-ce que moi je me forme et tout ça. Donc, ouais, vous avez complètement raison. Et donc, ça fait que les portes se referment, hein, c'est clair. Et voilà. Donc, il y a le nom de la compagnie dont vous parlez, je n'ai pas entendu le nom de cette compagnie. Est-ce qu'on parle toujours du même bloc 1 ou vous parlez donc de quelle compagnie déjà, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez juste me donner le nom? Je n'ai pas entendu ça avec Rachid Okano. Il y a Octogone qui est concerné et je crois qu'il y a un recrutement qui est en train d'être fait. Oui, Octogone, en fait, dans le consortium à craquer, vous avez RES qui est à 76% l'actionnaire majoritaire. Vous avez Octogone, donc de M. Razak Saka, qui était donc lui dans l'aval pétrolier, qui vendait donc les produits du pétrole et tout ça. 9%, c'est lui qui a fait entrer cette compagnie au Bénin. Et il y a la compagnie nationale, donc le contrat dit, le code pétrolier dit c'est 15% directement. Donc la compagnie nationale, c'est d'office 15%. Donc ça fait que dans les trois, ils ont 9%, 15% la société nationale et 76% pour RES. Et donc ça forme le consortium qu'on appelle Akrake Petroleum. Et le recrutement, effectivement, est en cours. Ils ont lancé un recrutement à travers donc un contrat qu'ils ont donné à la société Seabird Ghana, qui a ses bureaux également au Bénin, qui a lancé un recrutement
donc d'opérateurs. C'est ce que je disais, hein, avec des postes pour lesquels ils ont mis d'office SPAT pour un forage qui doit durer 120 jours. Donc voilà, ouais, le recrutement est en cours. La plateforme elle-même, elle est actuellement en cours de forage au Congo. Effort pour la compagnie Eni International, une compagnie italienne d'ailleurs, au Congo-Brazza. Donc c'est la plateforme GERG. Et du coup, cette plateforme était censée finir ses activités en mai 2025 là. Et donc, normalement, si tout se passait très bien, cette plateforme devait atterrir au Bénin en juin, donc pour un forage donc de 120 jours. Après, ça a été décalé en juillet. Bon, on attend de voir. La fenêtre commence pas à se resserrer parce que justement, la même plateforme doit repartir en Côte d'Ivoire avec un contrat contraignant qui démarre en décembre 2025 et pour une période donc de 1 an extensible. Elle va travailler avec c'est Borr Drilling qui a le rig JED. Borr Drilling va travailler, va forer des puits pour Foxtrot. Foxtrot est une compagnie internationale qui opère en Côte d'Ivoire sur le bloc là, I-127 au gisement Baleine. Donc voilà, en gros c'est ça. On attend de voir quelles sont les activités qui se feront et si effectivement ce rig là viendra ou pas. Et puis bon, voilà, on verra bien. J'ai eu la même information parce que dans un premier temps, j'avais cru que moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas d'études de faisabilité en amont, il n'y a pas d'études géotechniques d'implantation donc de ce rig-là, et puis il n'y a pas d'études donc d'implantation donc des têtes de puits et de la cible à forer. Et ça, c'est ce qui m'intrigue. Et moi, sur le principe même d'aller forer un autre puits, je ne suis pas du tout d'accord parce que Sapetro a laissé des puits. Ils disent qu'ils veulent implanter le nouveau puits dans les encablures, donc des anciens puits de Sapetro. Et l'objectif pour eux, c'est de forer jusqu'à l'horizon H6. Et puis, c'est une horizon située à peu près à 1800 mètres de profondeur, avec une colonne d'eau de 25 mètres en surface. Et après, vous avez le fond marin qui commence. Et à partir de là, vous avez à peu près 1800 mètres pour atteindre cette profondeur-là, à l'horizon-là. Et juste en bas de ça, vous avez à peu près à 200 mètres en bas, vous avez deux horizons qui sont appelés H7 et H8 successivement. H7, c'est une horizon qui a d'hydrocarbures également et le pétrole. Et H8, c'est spécifiquement du gaz. Donc, pour eux, l'objectif, c'est d'aller forer jusqu'à H8. Et une fois qu'ils ont foré, qu'ils ont testé H7 et H8 et retesté H6, là, qui est prouvé, ils vont plugger le puits. Bon, pas plugger, je vais pas dire plugger. Ils vont cimenter le puits, voilà, pour des mots plus simples, c'est plus simple à comprendre. Ils vont cimenter le puits jusqu'à l'horizon H6. Et derrière, ils vont se remettre à pomper l'horizon H6 sur une période d'1 an. Donc, un essai de production d'1 année. Et ce qu'il prévoit là, ça dit qu'il prévoit un puits vertical. Un puits vertical sur l'horizon H6, c'est pas ce qui est recommandé actuellement. Parce que, à travers, donc, géologique, ils vont utiliser quel liquide en ce moment-là? Pardon? Je dis, à l'horizon 6, ils vont trouver quel liquide? Parce qu'ils ont déjà cimenté, ça veut dire qu'il n'y a plus gaz, il n'y a plus l'autre. Non, ils vont cimenter les horizons inférieurs jusqu'à arriver jusqu'à arriver au fond donc de I6. Et après, ils vont perforer. Ça veut dire qu'ils vont commencer par 6 jusqu'au 8. Oui. Donc, la cimentation se fait du bas, en fait. C'est des puits, hein, vous envoyez donc le dispositif, là, vous cimentez en remontant. H8, ça veut dire que H7 est cimenté. Oui, ils vont cimenter H7 et H8. L'objectif pour eux, c'était simplement de tester pour confirmer l'existence d'hydrocarbures dans ces horizons-là et d'évaluer la quantité. C'est l'objectif pour eux. Et donc, derrière, si c'est positif, derrière, ils prévoient donc de développer des puits subhorizontaux sur l'horizon H6 et après, un deuxième puits qui ira directement sur l'horizon H7 et H8 avec donc d'autres unités. Mais ça, c'est prévu pour 2027. C'est pas
le tout premier à exploiter, c'est ce qui est connu déjà, qui est bien maîtrisé, c'est l'horizon 6. Et pour ça, ils veulent l'exploiter avec un puits vertical. Et ça, c'est complètement... c'est aberrant, quoi. Compte tenu donc de la stratification géologique, c'est complètement aberrant de forer un puits vertical à l'heure actuelle de l'exploiter sur un puits vertical. Donc, moi dans ma tête, je me disais, bon, là, avec ce que Sapetro a laissé, l'idéal aurait été de se repositionner sur le puits de Sapetro. Si tant est qu'ils veulent forer, véritablement étudier ces horizons inférieurs et positionner le puits à proximité donc des anciens puits de Sapetro, l'idéal aurait été simplement de rentrer dans le puits de Sapetro, de ne plus avoir à forer jusqu'à 1800 mètres pour atteindre H6, d'aller directement carotter tout l'horizon H7 et H8. Nous, ça nous fait une mine d'informations géologiques qui va nous aider véritablement à comprendre le bloc. Bon, tout ça, c'est des choses techniques. Normalement, ça devait pouvoir se discuter à la direction générale des hydrocarbures, à la Société nationale et conclure au ministère. Mais bon, c'est le cabinet Drakenbat qui ficelle tout ça. Mais bon, donc, nous, on n'a rien, y compris même les cadres, ils s'étonnent donc de ce projet donc de forage qui arrive. Au niveau de la direction des hydrocarbures, je pense que c'est un tournée. À ce poste, non, bien je me trompe. Direction générale des hydrocarbures. Oui. Non, je pense que c'est un douanier qui est nommé, non? Non, c'est un géochimiste. Il est lui-même, il était cadre ingénieur géochimiste. Eux, ils avaient été tous recrutés sous Yahi Boni parce que quand Yahi Boni était arrivé, il y avait un manque de personnel. Yahi Boni a dit on envoie tout le monde en formation. Ils ont été tous recrutés. Tous les cadres pétroliers que nous avons aujourd'hui, y compris les cadres miniers qui sont nommés là, c'est sous le président Yahi Boni qu'ils ont été recrutés, formés. Et depuis, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a eu rien. Et aujourd'hui, on a un manque, on a un besoin donc de personnel qui ne dit pas son nom. Bon. Donc voilà. Et donc ce cadre-là, c'est M. Achille, vous pouvez essayer donc de chercher, directeur général des hydrocarbures. Au niveau donc de la Société nationale, vous avez là M. Yari Issifou. Lui, son parcours type, il était professeur SVT. Et puis, donc par la chambre des choses, il s'est fait représenter à l'Assemblée nationale. Donc il s'est fait élu député. Et donc, il était député à la fin donc, de la mandature, quand ça a été ministre dans le temps, donc ils l'ont fait venir, ils l'ont nommé chez Sapetro. Sapetro était en opération. Ils l'ont nommé RH. Et donc, c'est sous le tas là qu'il s'est fait former, RH, etc. Il a eu son diplôme. Bon, lui, il n'a pas une bonne réputation non plus parce qu'il a été... Il est parmi ceux-là qui ont fait dédommager les Béninois à hauteur donc de 6 mois de dédommagement quand Sapetro fermait. Ça fait qu'il y a eu un contentieux qui est actuellement en cours qui n'a été jamais réglé et dont Maître Joseph Diogbenou est l'avocat donc des employés de nationalité béninoise qui étaient chez Sapetro dans le temps. Donc, ces messieurs ont payé le cabinet de Diogbenou pour les défendre. Bon, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu gain de cause pour le dossier. Et donc, c'était ce Béninois-là qui a verrouillé ensemble avec Sapetro les Béninois pour qu'il n'y ait pas suffisamment donc, de dédommagement. Ils n'ont eu que 6 mois. Vous avez des gens qui étaient bien payés, qui étaient chez Wapco Gaz au Nigeria, qui étaient à plusieurs millions donc, de francs CFA, qui ont laissé leur boulot et qui se sont fait recruter et superviser donc de projets chez Sapetro. Et le temps d'aller faire la formation de 6 mois et de revenir, Sapetro a annoncé qu'elle abandonnait le projet. Donc ceux-là, ils ont perdu leur boulot comme ça et ils n'ont eu droit qu'à un dédommagement de 6 mois. On s'était été chez Sapetro depuis plusieurs années, qui ont travaillé depuis plus de 2 ans. Eux aussi, ils ont eu un dédommagement donc, de 6 mois. Bon. On n'espère pas qu'avec le nouveau code de travail qu'il y ait une amélioration. Hein. Donc, même si Diogbenou défendait le dossier avec le nouveau code que le président a mis en place, là, ces messieurs n'auront pas gain de cause. Hein. Donc, c'est un dossier, on va dire, complètement mort et classé. Pour pas perdre de vue la question donc, du traitement des eaux usées issues donc, du traitement donc, du pétrole du Niger qui vient jusqu'au Bénin, chez Wapco.
Je vais rapidement répondre à ça et peut-être si vous avez d'autres questions concernant ça, le pétrole de Séméon, je vais revenir là-dessus et répondre. Donc, en ce qui concerne le traitement des eaux, d'ailleurs, il faut comprendre d'où vient, comme je l'ai dit, le pétrole, quand ça monte avec une proportion d'eau. Et donc, il y a un premier traitement qui est fait, séparation, pas traitement, séparation d'eau qui est fait au Niger, avant d'être convoyé dans le pipeline depuis le Niger vers le Bénin. Mais il y a toujours une proportion, c'est pas tout à fait 100% le pétrole, il y a toujours une proportion d'eau qui arrive. Donc c'est pour ça que vous avez les énormes tanks de stockage qui font que, bon, on déverse le pétrole dedans et par gravitation, donc ça se décante, on a de l'eau qui est récupérée en bas. Et cette eau, en fait, elle contient donc des substances chimiques qui ne sont pas tout à fait géniales pour l'environnement. Et donc, l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, est censée contrôler tout ça. Donc, monsieur, comment il s'appelle, j'oublie son nom là, qui normalement le profil pour ce poste, mais qui reste souvent les yeux fermés par rapport à ces genres de choses. Bon, il ne joue aucun rôle. Vous avez la direction générale donc, des hydrocarbures qui est également l'œil du ministère des Mines qui est censé également avoir un contrôle là-dessus. Et normalement, ils sont censés avoir donc, des équipements de contrôle hein, de ce qui est déversé. Si tant est qu'il y a traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est directement déversé en mer. Ils n'ont pas des équipements suffisants, des équipements pour aller faire le travail, c'est même pas d'équipements suffisants. Non, ils n'ont pas d'équipement pour aller expertiser ce que WAPCO verse. Donc si WAPCO leur dit nous, ce qu'on a versé, on pense qu'il y a pas de résidus d'éléments chimiques toxiques pour vos poissons, donc c'est bon, ça va. Ils déclarent ça et puis c'est tout. Il n'y a pas donc un traitement de contrôle. Voilà. Il n'y a rien qui se fait. C'est déversé directement. Et donc, quand le ministre était arrivé, le jour où il allait en mission d'inspection, donc c'était fortuitement, par chance, hein, il arrive à ses mains, et c'est arrivé à ses mains, il décroche son téléphone, il appelle le directeur général donc, des hydrocarbures, M. Achille, il me dit, bon, rejoins-moi sur le site donc, de WAPCO, j'irai voir ce qu'ils font là-bas, et malchance pour eux, ils étaient en pleine opération donc, de verser l'eau de formation en mer et il lui a demandé comment vous traitez ça, qu'est-ce qui se fait. Voilà, tout le monde était bouche bée, personne ne pouvait parler parce que ils étaient en plein délit, quoi. Donc, le ministre a demandé des explications. Bon, à ce jour, on a vu qu'il n'a pas pris de mesures. Donc, lui-même, son poste est éjectable. Donc, ça, c'est compréhensible. Bon, après, c'est humain de se protéger également, de se dire je ne vais pas pouvoir changer grand chose en 6 mois, donc il vaut mieux me concentrer sur ma mission principale. Et, moi, je le comprends, je ne fais pas ce reproche expressément, mais je veux le pousser quand même à aller loin, qu'il ait un peu le courage de faire certaines choses. Bon, voilà. Donc ce ministre il n'a rien fait et ça continue. On a des informations comme quoi rien n'a changé par rapport à depuis la dernière visite du ministre. Hein. Donc les Chinois continuent pas déverser l'eau en mer et puis voilà, rien ne se passe. Il faut dire que lors du 4e chargement, déjà même sur le chantier, il y a eu un déversement d'eau, de pétrole en mer parce qu'ils ont mal fait le câblage et donc quand le navire est arrivé, le raccordement, il y avait une fuite. Cette fuite s'est déversée. On parle donc de déversement type 1, c'est-à-dire inférieur à 50 000 barils. Ils ont dit que ce n'était pas grand-chose, mais quand même, ça leur a pris 2 semaines pour nettoyer. Et donc ça a été caché complètement à la presse. Personne ne le sait. Même certains agents donc, de WAPCO n'ont pas l'information. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. Donc quand on a eu l'information, certains étaient revenus, mais est-ce que vous êtes sûr quand ils sont allés vérifier, ils se sont rendus compte que c'est vrai, on avait la bonne information, et puis ils ont dit, ah ouais, mais Inès, comment vous l'avez eu? Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est complètement opaque, personne ne suit rien. Voilà. Donc non, il y a quand même de très bons cadres au ministère qui donnent de très bons conseils, sauf que les politiciens, ils n'écoutent jamais personne, ils ne veulent rien faire. Donc, non, il y a de très bonnes personnes, mieux que moi, là, qui peuvent faire le job, mais qui, comme ils sont dans le système, ils ne peuvent pas parler, c'est tout. Ok.